Très ravi de vous savoir au rendez-vous de ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous. Lutte contre le blanchiment des capitaux criminels en Guinée. Les acteurs ont été formés pendant 4 jours. Un train express régional verra bientôt le jour au Sénégal. Le projet est financé par la Banque africaine de développement. Enfin, la Banque centrale sud-africaine réduit ses taux directeurs. Ils sont désormais fixés à 6,75%. Le gouvernement guinéen s'engage à renforcer ses dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Pendant 4 jours, les acteurs au niveau des différentes structures concernées ont vu leur capacité renforcée sur la question en vue d'une lutte coordonnée. C'était sous la coupole de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Plus de précisions ici avec le représentant du gouvernement guinéen et le formateur en chef. C'est avec fierté que nous vous accueillons, vous, nos plus fidèles alliés, pour constituer le fer de lance de l'armée que nous constituons avec la Banque centrale. Les différentes forces de police de Guinée et l'ensemble des professions assujetties pour lutter à armes égales contre ces criminels et ces terroristes qui souhaitent utiliser notre système bancaire et notre territoire comme lessiveux de leurs basses et abominables besoins. Le crime organisé ne recycle pas son argent criminel dans le lieu où il a agi criminellement. Ça veut dire que, par exemple, les criminels du monde entier recherchent des lieux dans lesquels ils peuvent recycler leur argent, parce que dans ces lieux-là, par exemple la Guinée, où il n'y a pas eu d'acte criminel, je pense à un criminel asiatique, américain, même européen, il a agi criminellement sur son territoire, il va chercher d'autres territoires sur lesquels il va pouvoir blanchir. Et la Guinée, si elle n'est pas organisée, elle est comme, elle dirait, bienvenue aux capitaux criminels, nous on va vous recevoir. En réalité, ce sont les banques guinéennes, c'est la CENTIF guinéenne, on va les recevoir et on les reçoit en leur disant vous n'êtes pas les bienvenus en Guinée. Essentiellement prendre conscience que ce sont les hommes et non les machines qui sont les témoins du blanchiment. C'est-à-dire que oui, on peut mettre en place des systèmes informatiques pour lutter contre le blanchiment d'argent, mais ceux qui sont face aux flux criminels, ceux qui vont rencontrer des personnes, ceux qui vont être ceux à qui on donne l'argent, ceux à qui on propose des pots de vin, eh bien ceux-là, les humains, doivent être formés, sensibilisés. Je vais leur donner des outils, 1, de compréhension de ce qui se passe, 2, d'alerte des autorités. La production égyptienne de sucre de canne et de betterave pourrait s'établir à 2,3 millions de tonnes cette année, une prévision supérieure de 0,1 point par rapport à la production de l'an dernier. Elle est également en deçà de la demande du marché domestique qui avoisine les 3 millions de tonnes de sucre par an, ce qui va amener le pays à importer cette saison un volume d'environ 800 000 tonnes acquis l'an dernier, principalement du Brésil et du Royaume-Uni. Parlons maintenant de la Banque centrale de l'Afrique du Sud qui a revu à la baisse son taux directeur de 25 points de base, le ramenant à 6,75%. Il s'agit d'une première depuis 5 ans. Pour la première fois depuis 2012, la Banque centrale sud-africaine a réduit son taux directeur de 25 points de base pour le ramener à 6,75%. Cette baisse se justifie, selon la Banque centrale, par la faiblesse de la croissance du pays et la révision à la hausse de ses perspectives de croissance. D'autres sources estiment cependant que la Banque des réserves d'Afrique du Sud a plutôt cédé à la pression du pouvoir politique qui l'a contrainte à réduire ses taux directeurs, ce que dément l'institution bancaire qui a annoncé dans la foulée une réduction de moitié de ses prévisions de croissance pour l'année 2017 à 0,5%. Aussi, elle table désormais sur une croissance de 1,2% pour 2018.
La Banque africaine de développement renouvelle son soutien au projet de développement initié au Sénégal. Cette banque vient d'acter un accord pour le financement à hauteur de 120 milliards de francs CFA du train express régional. Le Sénégal a désormais de quoi réaliser son projet de train express régional. Le futur chemin ferré reliant l'aéroport Blaise Diagne, toujours en phase de projet, et la capitale Dakar, qui s'étend sur 36 km, vient de bénéficier du soutien de la Banque africaine de développement BAD. Au pays, il a accordé un prêt de 120 milliards de francs CFA, soit environ 192 millions de dollars. L'accord de prêt a été paraphé par Janvier Litse, directeur général du Bureau régional de développement et de prestations de services pour l'Afrique de l'Ouest de la BAD, et Amadou Ba, ministre sénégalais de l'économie, des finances et du plan. Il intervient après une promesse de financement de 197 milliards de francs CFA de la Banque islamique de développement et 133 milliards d'aides françaises. Le gouvernement contribuera quant à lui à hauteur de 124 milliards de francs. Dans l'ensemble, les projets ferroviaires font partie du plan gouvernemental du Sénégal annoncé en 2014 pour promouvoir l'investissement dans ce pays ouest-africain. L'objectif est de doper sa croissance économique qui, en 2016, a progressé à 6,6% selon la Banque mondiale. Parallèlement, le projet comporte des aménagements comprenant des activités dédiées aux femmes et aux jeunes. Il s'agit notamment de l'aménagement de terrains sportifs multifonctionnels, la construction d'infrastructures marchandes, la formation des jeunes au métier de chemin de fer pour améliorer leur employabilité en phase avec la stratégie pour l'emploi des jeunes en Afrique 2016-2025. Les dernières estimations du Fonds monétaire international en termes de croissance ne sont pas prometteuses pour la Maison-Blanche. Par rapport aux années précédentes, la croissance de l'économie s'affermit au niveau mondial, mais va ralentir aux États-Unis, aussi bien cette année que l'année prochaine. La reprise de la croissance mondiale annoncée en avril selon les indications au niveau du Fonds monétaire international suit son cours comme prévu. La production mondiale devrait enregistrer une croissance de 3,5% en 2017 puis de 3,6% en 2018. Ces projections inchangées masquent toutefois des différences entre pays. Aux États-Unis, explique l'Institution économique internationale, la croissance devrait être inférieure aux prévisions d'avril en partant essentiellement de l'hypothèse que la politique budgétaire sera moins expansionniste que prévu. En conséquence, les chiffres pour les États-Unis ont été révisés à 2,1% cette année et en 2018 contre respectivement 2,3% et 2,5% envisagés au printemps, bien en deçà des 3% visés par le gouvernement de Donald Trump. En Grande-Bretagne, la croissance devrait également ralentir à 1,7% cette année en raison d'une activité plus faible que prévu au premier trimestre, même si elle devrait se maintenir à 1,5% l'an prochain. En revanche, les prévisions pour 2017 ont été révisées à la hausse dans beaucoup de pays de la zone euro, dont l'Allemagne, l'Espagne, la France et l'Italie, où la croissance au premier trimestre 2017 a généralement dépassé les attentes grâce à une demande intérieure plus vigoureuse que prévu, souligne le FMI. Quant à la Chine, les prévisions ont été très légèrement relevées à 6,7% plus 0,1 cette année et 6,4% plus 0,2 en 2018. Une amélioration attribuée à l'assouplissement précédemment consenti et à des réformes liées à l'offre. Et voilà qui met un terme à la première partie de ce journal de l'économie. La suite, c'est après ceci. Et nous retrouvons Casimir Kouedio pour le débat du jour. Casimir, bienvenue. Merci Inès. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec les secteurs d'avenir en Afrique en nous intéressant précisément au boom de l'immobilier. Comment est-ce que cela se présente actuellement? Alors, il faut dire que depuis 2 ans environ, précisément depuis donc 2015, l'Afrique a commencé donc par révolutionner, par donc apporter un son nouveau à l'immobilier. Vous savez déjà que le plus riche des chefs d'État donc aux États-Unis est dans le secteur de l'immobilier.
et donc ce secteur a été identifié par les grandes multinationales comme le secteur aujourd'hui qui pourra apporter beaucoup donc à l'économie, notamment à l'économie de nos États. Alors, le deuxième facteur qui entre en ligne de compte ici, c'est que déjà la Banque mondiale et d'autres structures ont annoncé l'Afrique dans les 10 prochaines années comme le continent, la destination des grands voyages donc au niveau donc des autres continents. Alors, partant, c'est forcément que lorsque ces touristes-là posent leurs valises ou bien ces investisseurs viennent donc prospecter l'économie, ils ont besoin donc de siéger quelque part, soit c'est les bureaux, soit c'est les résidences. Et donc, lorsqu'on prend aujourd'hui le secteur de l'immobilier, c'est la conséquence directe donc de cette expansion, si j'ose parler ainsi, économique sur le continent. Et donc, les pays qui ont vite compris donc l'enjeu donc de ce développement, se sont levés tôt et ont commencé par travailler sur cet indicateur qui, il faut le dire, est parmi les 10 meilleurs qui pourra aujourd'hui apporter un sang nouveau donc à l'économie sur le continent. Kazmi Kweja, ce qu'on remarque en fonction de la position où l'on se trouve sur le continent africain, c'est que ce boom immobilier se fait de façon irrégulière. Pourquoi? Bien sûr, Inès, il faut déjà dire que quand vous prenez l'Afrique du Nord, je veux parler des pays maghrébins par exemple, tels que le Maroc, tels que l'Algérie, la Tunisie bien évidemment, premier donc, pays en termes donc, de destination touristique, c'est des pays qui aujourd'hui investissent énormément dans l'immobilier. C'est des pays qui ont compris aujourd'hui que la modernisation donc, de leur ville passe forcément par de jolis bâtiments, de géants bâtiments et jolis. Et donc, ils ont investi. Alors qu'au même moment, au niveau donc, de l'Afrique, au sud du Sahara, des pays TAD, des pays comme donc, le Togo, comme donc, Ghana et bien d'autres encore, tardent donc à comprendre l'enjeu. Et pourtant, c'est aussi des pays à destination touristique. Et donc, les investisseurs ne s'annoncent pas. Cependant, il y a quand même des pays comme le Nigeria, comme l'Angola aujourd'hui qui ont compris et qui sont en train d'investir. Donc, on sent une certaine disparité, comme vous l'avez dit. Cela n'est pas pour autant mauvais car il faut aussi tenir compte du train de vie donc, de ces pays-là, du niveau donc, du produit intérieur brut parce que les priorités donc, ne sont pas les mêmes. Il y a des pays aujourd'hui qui continuent pas à faire face donc, à la question de la crise alimentaire. N'allez pas donc demander à ces pays comme le Niger, comme la Mauritanie, donc d'investir dans l'immobilier. Donc la priorité n'est forcément pas la même. C'est ce qui justifie à des moments donnés ces choix stratégiques de développement. Kazmi Kweja, vous avez cité tout de suite beaucoup de villes, mais je n'ai pas entendu Luanda. Luanda qui est pourtant la ville la plus chère en termes d'immobilier au monde. C'est vrai Inès, Luanda, la capitale donc, de l'Angola, est la ville la plus chère avec 150 $ le mètre carré par mois donc, en termes de location. Vous comprenez que ce n'est pas une ville où n'importe qui pose sa valise. Et il faut déjà dire qu'il y a des investisseurs aujourd'hui qui tiennent compte donc, de ces facteurs de développement, de ces facteurs-là pour pouvoir choisir. Luanda qui capital économique bénéficie déjà des atouts tels que le pétrole pour le pays et donc les investisseurs veulent venir en Angola pour prospecter et donc Luanda n'a pas donc échappé à la règle. Luanda a fait augmenter donc le prix de son loyer pour pouvoir tirer bon profit donc de ce secteur-là. En même temps que le pétrole est en train de marcher, l'immobilier aussi est en train de marcher et le tourisme prend donc l'envol. Ça fait 3 facteurs aujourd'hui qui apportent une plus-value exceptionnelle donc à cette ville, si j'ose parler ainsi. Et donc, comme Luanda, Lagos au Nigeria aussi est en train de faire le même jeu parce que le Nigeria aussi est un pays producteur de pétrole. Merci beaucoup Kazmi Kweja. Nous allons certainement revenir sur tout ceci demain encore, n'est-ce pas? Avec le même plaisir. Alors, chers amis téléspectateurs, on se donne tout simplement rendez-vous demain dans un nouveau numéro du Journal de l'économie.